Arnaud Cogé, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire géo et aujourd'hui vous allez nous proposer un corrigé pour les épreuves d'histoire-géographie qui sont tombées dans les sections ES et littéraire. Oui, alors je pense que nous allons déjà commencer par le sujet qui est tombé pour les S aujourd'hui et qui concernait la Chine et le monde depuis 1945. Alors un sujet assez classique qui demandait justement de s'interroger sur les rapports entre la Chine et le monde et essayer de voir un petit peu comment la Chine s'est imposée comme une grande puissance mondiale. Alors, je vais vous présenter donc un plan. Maintenant, il n'y a pas un seul plan possible. Il ne faut surtout pas paniquer si vous n'avez pas fait ce plan-là. L'important, c'est vraiment que vous retrouviez les principaux points que l'on va aborder tout au long de notre raisonnement. Alors, commençons par l'accroche. Il y avait plusieurs accroches possibles. On pouvait commencer par cette injonction de Mao Zedong en 1949 qui demandait au peuple chinois de se lever. Effectivement, cette injonction dans la Chine de 1949 est très importante parce que le pays est complètement dévasté par des années de guerre civile, par la Seconde Guerre mondiale et lorsque les communistes s'imposent face aux nationalistes en 1949 et qu'est créée la République populaire de Chine, effectivement, le pays est dans un état désastreux. Depuis 2010, la Chine est devenue la deuxième puissance économique et elle affirme sa puissance militaire. Donc la problématique qu'on peut poser pour ce devoir est de se demander comment la Chine, pays exsangue, à l'arrivée au pouvoir de Mao en 1949, pays peu influent dans le monde, devient l'une des premières, la deuxième puissance mondiale en 2010. Comment on est passé de ces deux extrémités en quelque sorte. Alors, c'est un plan très classique en trois parties. Tout d'abord, nous allons regarder la Chine de Mao. Ensuite, l'ouverture et la modernisation de la Chine avec Deng Xiaoping. Et enfin, la Chine de 1992 à nos jours. Donc, passons à la première partie. La Chine de Mao, comme je l'ai expliqué, débute en 1949. C'est une Chine, dans une première sous-partie, ce que nous allons voir, qui se place dans le giron soviétique. En effet, la Chine est dévastée, et donc elle signe un traité d'alliance et d'assistance mutuelle avec l'URSS, qui va lui envoyer des experts, des techniciens, mais aussi des moyens financiers. Alors, comme l'URSS, la Chine met en place un plan quinquennal en 1953 qui donne des objectifs précis que l'économie doit atteindre tous les 5 ans. Et il était pas mal de rappeler cette phrase de Mao, l'URSS d'aujourd'hui et la Chine de demain. Et ça montre bien les liens entre l'URSS et la Chine. Alors, cette alliance avec l'URSS se rompt au début des années 60. Alors, déjà, il faut noter la mort de Staline en 1953. Puis, la déstalinisation entreprise par Khrouchtchev dès 1956. Donc, les premières tensions apparaissent entre une Chine qui reste fidèle au modèle stalinien et une URSS qui cherche à se démarquer un peu de l'héritage de Staline. Cette rupture est consommée en 1960, l'URSS rapatrie ses experts et des tensions apparaissent même aux frontières entre les deux États et la Chine prend véritablement son autonomie. Un bon exemple de cette autonomie par rapport à l'URSS est la première bombe atomique chinoise en 1964. Alors, à ce moment-là, la Chine choisit sa propre voie, la voie communiste chinoise. C'est le grand bond en avant de 1958 à 1960, qui est une réorganisation complète de l'économie, une industrialisation des campagnes, une collectivisation complète des campagnes. Alors, c'est une catastrophe économique et humaine,
puisque l'économie est complètement déstabilisée, la production industrielle est de médiocre qualité et surtout ça provoque la mort de quasiment 40 millions de personnes à cause des famines provoquées par la désorganisation de l'économie. Bref, il fallait vraiment insister sur ce grand bond en avant qui d'ailleurs va mettre Mao en difficulté. En effet, suite à l'échec patent de ce grand bond en avant, Mao se retrouve donc critiqué à la tête du Parti communiste et il lance la révolution culturelle à partir de 1966 qui est présentée comme un mouvement mobilisant la jeunesse, les gardes rouges, ayant pour but de poursuivre la révolution et de supprimer la Chine des éléments qui, selon Mao, freineraient la mise en place de cette révolution. C'est bien évidemment un moyen de se débarrasser de ses opposants, mais aussi un moyen de fanatiser, entre guillemets, la jeunesse qui va donc le suivre dans ce projet. Une manière pour lui, grâce à cette révolution culturelle, de s'imposer à l'intérieur, de s'imposer à nouveau à la tête du Parti communiste. Alors cette révolution culturelle s'en prend notamment aux élites, qui sont, comme les professeurs par exemple, qui sont envoyés dans les campagnes pour être rééduqués. On peut prendre l'exemple de Deng Xiaoping, dont nous allons parler dans la deuxième partie, qui est envoyé travailler dans une usine de moteurs de tracteurs. Alors, mais Mao... Alors, pardon, nous allons voir dans cette deuxième partie l'ouverture et la modernisation de la Chine. Alors, tout d'abord, l'ouverture, hein, on est dans la Chine et le monde, donc il convient de s'intéresser à l'ouverture de la Chine et la modernisation. Alors, la Chine de Mao est, dans les années 50, isolée. Déjà, on a vu à l'intérieur de la Chine, la situation est très problématique. Elle essaye, dans un premier temps, de se rapprocher du mouvement du tiers-monde. Zhou Enlai est très, très actif à la première conférence des pays du tiers-monde en 1955 à Bandung. Mais déjà en 1961, Belgrade, la Chine n'est plus invitée. En effet, l'annexion du Tibet, les conflits avec l'Inde l'ont isolé du tiers-monde. L'ouverture vient des États-Unis. Et notamment, il est important de mentionner la visite de Nixon en Chine en 1972. En effet, les États-Unis cherchent à se rapprocher de la Chine. C'est une manière un petit peu de contrer, de couper l'herbe sous le pied aux soviétiques, en se rapprochant du nouvel ennemi de l'URSS, qui est devenu la Chine. C'est un moyen d'affaiblir l'URSS. Donc, on peut le voir dans cette sous-partie, la Chine était très isolée, mais finalement, elle se rapproche des États-Unis, elle est reconnue à l'ONU et entre dans le champ, dans le concert des nations. Alors, Mao meurt en 1976 et après 2 années très dures de querelles pour savoir qui va diriger le Parti communiste, c'est finalement Deng Xiaoping qui prend le pouvoir en 1978. Alors Deng Xiaoping, là c'était très important de mentionner les 4 modernisations qu'il met en place autour de l'agriculture, de l'industrie, de la recherche, de la défense et la mise en place de ce qu'il nomme le socialisme de marché. L'idée est tout simplement d'ouvrir l'économie aux capitaux privés, aux capitaux étrangers et de libéraliser aussi bien l'agriculture que l'industrie. C'est une remise en cause des principes communistes mais qui ne porte pas le nom puisque pour Deng Xiaoping c'est un moyen de conforter, d'améliorer l'économie chinoise mais il ne le présente surtout pas comme une remise en cause de l'idéologie communiste. Ce socialisme de marché, cette ouverture de la Chine à l'économie mondiale a pour conséquence une période marquée par un très fort taux de croissance. La Chine vraiment s'ouvre aux capitaux étrangers et connaît une progression de son économie particulièrement importante. Pourtant, le régime de Deng Xiaoping fait face à des oppositions et le problème principal est celui qu'on appelle l'absence d'une 5e modernisation. En effet, les 4 modernisations, on l'a vu, font référence à des domaines économiques.
La cinquième modernisation concerne la démocratisation du pays. Alors pourquoi une telle volonté de démocratisation de la Chine qui, bien évidemment, depuis 1949, et on l'a vu, est une dictature qui s'est renforcée avec la révolution culturelle. Alors il faut se remettre dans le contexte, on est en 1989. Depuis 1985, Gorbatchev est arrivé au pouvoir en URSS. Il a lui-même, avec la perestroïka, la glasnost, ouvert l'économie, mais surtout permis une démocratisation du pays. Il a permis le retour à la liberté d'expression et donc les Chinois espèrent qu'il en sera de même dans leur pays. 1989, c'est aussi le début de l'écroulement du bloc de l'Est. Donc dans ce contexte, remise en cause et voire d'affaiblissement complet du système communiste, les Chinois espèrent une démocratisation du pays. Parmi toutes les manifestations, toutes les tensions durant l'année 1989, il y a la plus connue, l'exemple le plus connu, l'exemple de la place de Tiananmen où des jeunes, des étudiants manifestent pour une démocratisation de la Chine, mais le régime de Deng Xiaoping s'y oppose fermement, envoie l'armée, provoque la mort de plusieurs centaines de personnes et montre ainsi que les modernisations concernent surtout l'économie, mais que la Chine reste une dictature. Alors maintenant, passons à la troisième partie, la Chine de 1992 à nos jours. Alors la Chine est désormais une puissance économique et politique de premier ordre. Elle a intégré l'OMC. Désormais, elle produit 16% du PIB mondial, c'est-à-dire 16% des richesses de l'ensemble de la planète, et elle est devenue le premier exportateur mondial. D'ailleurs, il y a une petite erreur, elle intègre l'OMC en 2001. Donc premier exportateur mondial en 2011, effectivement la Chine maintenant est un poids lourd de l'économie. Alors attention, on ne parle pas encore de pays développés, on parle de pays émergents parce qu'elle a encore des problèmes de mal-développement dans une grande partie de son territoire. Alors, arrêtons-nous plus précisément sur la Chine de Xi Jinping, l'actuel président, qui a parlé, plusieurs fois indiqué qu'il avait le rêve chinois. Alors qu'est-ce que c'est que ce rêve chinois? C'est une volonté pour la Chine de devenir la première puissance économique et politique du monde. Alors, il y a encore beaucoup d'obstacles pour atteindre cet objectif, on l'a vu, un problème de mal-développement, des tensions très importantes avec différentes provinces en Chine, le Xinjiang, le Tibet, des relations tendues avec les voisins chinois, le Vietnam, le Japon, Taïwan. Et puis, pour devenir la première puissance mondiale, il faut effectivement dépasser les États-Unis, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais effectivement, on voit la Chine qui est arrivée maintenant comme une grande puissance économique et qui cherche à s'imposer de plus en plus comme la première puissance politique et économique au monde. Avec aussi une nouvelle orientation de l'économie, on ne cherche plus seulement à exporter, mais depuis la crise de 2008, le gouvernement chinois cherche à appuyer la croissance chinoise sur la demande intérieure, sur la consommation intérieure, afin d'être moins vulnérable aux aléas du marché. Donc, si on peut résumer ce chapitre, on voit une Chine qui est communiste à partir de 1949, qui est dans le giron soviétique, puis se retrouve très isolée, s'ouvre petit à petit au monde, est reconnue internationalement, se modernise avec Deng Xiaoping et est devenue aujourd'hui une grande puissance économique et politique mondiale. Alors, passons au deuxième sujet de composition, la gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht. Alors, comme accroche, on pouvait parler du fameux discours de Robert Schuman, le discours de l'horloge en 1950, où il parlait d'une Europe des petits pas. Effectivement, il voulait faire une Europe unie en partant de l'économie, en rendant les économies solidaires et en progressant petit à petit. Ce discours donne naissance à la création de la CECA en 1951.
Et cette construction européenne se poursuit avec les traités de Rome en 1957, qui forment notamment la communauté économique européenne. Puis, c'est le début du sujet, 1992, Maastricht, un autre traité fondateur est signé. Et ce traité s'inscrit dans un contexte particulier de chute du bloc communiste et donc d'un potentiel, enfin de futur élargissement de l'Europe. Donc cette date est très importante, il fallait préciser pourquoi on commence en 1992 à Maastricht. Et comme problématique, on pouvait simplement se demander quelles sont les étapes et les enjeux de la construction européenne depuis 1992. Donc là, nous pouvions faire un plan en 2 parties, mais encore, on pouvait faire un plan aussi en 3 parties. Et nous allons voir dans cette première partie les nouvelles institutions d'une Europe qui s'élargit. Et enfin, les défis de la construction européenne, les défis que l'Europe doit affronter depuis 1992. Alors, les nouvelles institutions pour une Europe qui s'élargit. Alors tout d'abord, parlons du traité de Maastricht, qui permet, signé en 1992, qui permet un renforcement des institutions européennes et plus particulièrement de la Commission et du Parlement, la mise en place d'une politique étrangère et de sécurité commune, la naissance d'une citoyenneté européenne et enfin l'objectif de mettre en place une monnaie unique qui sera donc l'euro et qui sera mis en place en 2002. Donc on le voit, le traité de Maastricht est vraiment un traité qui a pour but d'approfondir la construction européenne et de créer des institutions qui permettent de justement renforcer le rôle de l'Union européenne. Oui, parce que j'ai oublié de le préciser, mais le traité de Maastricht, bien évidemment, crée l'Union européenne. Alors, cette Union européenne, à partir de 1992, s'élargit. C'est notre deuxième sous-partie. Alors, pourquoi se retrouve-t-on face à un élargissement très important de l'Union européenne? C'est tout d'abord la chute du bloc communiste et donc l'avènement pour ces pays d'une société capitaliste. Alors, pour rentrer, il y a donc tous les pays de l'Europe de l'Est qui abandonnent le communisme. Et cependant, pour rentrer dans l'Union européenne, on va définir des critères d'adhésion précis. Alors, il y en a 3. Tout d'abord, il faut que les pays qui souhaitent rentrer dans l'Union européenne soient des démocraties, c'est le critère politique. Il y a un critère économique. Leur économie doit être déjà une économie de marché. Et ensuite, une économie dont le niveau n'est pas trop faible pour ne pas plomber l'ensemble de l'Europe. Enfin, un critère communautaire, c'est-à-dire que les pays qui rentrent dans l'Union européenne doivent accepter l'ensemble des politiques européennes. Alors, les 3 premiers pays à rentrer sont l'Autriche, la Suède et la Finlande en 1995. Alors, ce ne sont pas des pays qui étaient communistes, mais leur entrée s'explique quand même par la chute du bloc communiste. Pourquoi? Ces pays étaient neutres pendant la guerre froide et donc voisins de l'URSS, ne souhaitaient pas rentrer dans l'Union européenne ou avant dans la CE, qui était perçue comme une alliance du bloc de l'Ouest opposé à l'URSS. Donc la fin du communisme leur permet d'adhérer à l'Union européenne et c'est quelque chose de positif pour l'Europe puisque ce sont des pays qui sont développés, assez riches. Donc voilà, Autriche, Suède et Finlande entrent en 1995. Ensuite, il y a 3 grandes vagues d'élargissement. Alors, 2004, c'est la plus grande vague qu'a connue l'Europe depuis sa construction, puisqu'il s'agit de 8 pays d'Europe de l'Est et aussi de 2 îles, Chypre et Malte, qui rentrent dans l'Union européenne. 2007, c'est l'arrivée de la Bulgarie et de la Roumanie. Et enfin, 2013, c'est l'arrivée de la Croatie. Donc à partir de 2013, l'Union européenne, c'est 28 États membres et 500 millions, un peu plus de 500 millions de personnes. Donc c'est
quelque chose de positif, c'est-à-dire que l'Union européenne a séduit. Maintenant, cela amène de nouveaux enjeux, de nouvelles problématiques que nous allons étudier dans une deuxième partie. Alors, les défis de la construction européenne. Le premier défi le plus important est celui de la gouvernance. En effet, la construction européenne a, en tout cas au début, fonctionné sur l'unanimité. Beaucoup de décisions devaient se prendre avec l'accord de l'ensemble des pays membres. Alors cela fonctionnait plus ou moins bien quand il y avait les 6 premiers États membres en 1957, mais plus l'Europe s'élargit, plus il est difficile de trouver justement l'unanimité. Donc l'objectif est de passer à la majorité qualifiée, c'est-à-dire une majorité importante de pays d'accord pour prendre des décisions, pour que ces décisions soient prises. Alors comment améliorer cette gouvernance? C'est tout d'abord le traité de Nice, qui essaye d'y répondre en 2000, mais qui est perçu comme insuffisant. Il ne permet pas encore une gouvernance optimale de l'Europe. Alors un traité sur la Constitution européenne est présenté aux Européens en 2005. Pour la majorité des pays, il est présenté sous forme de référendum, mais la France et les Pays-Bas, refusent ce traité. Et donc, en 2005, la construction politique de l'Europe est bloquée suite au refus de ces deux pays. Alors, le traité de Lisbonne va reprendre l'essentiel des dispositions de la Constitution européenne. Il est voté, il est signé en 2007, et cette fois-ci, à part l'Irlande, il n'est pas soumis au référendum, puisque l'objectif de l'Europe est effectivement d'arriver à une prise de décision plus simple. Et donc, l'Europe veut éviter un nouveau blocage institutionnel. Mais si l'on doit regarder un nouveau défi, un défi qui n'a cessé d'augmenter dans l'Union européenne, c'est bien l'euroscepticisme. En effet, l'Europe est très contestée. On peut le voir avec l'émergence de nombreux partis qui prônent la sortie de l'Europe ou l'abandon des institutions européennes pour une Europe des nations. Cela s'est manifesté avec le Brexit, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni, en tout cas la volonté du peuple du Royaume-Uni de sortir de l'Europe, même si cette sortie n'est pas encore actée officiellement. On peut l'observer aussi avec une forte abstention aux élections européennes qui manifeste un certain désintérêt à la question européenne. Et aussi un autre exemple est par exemple le retrait de la candidature de l'Islande à l'Union européenne en 2015, qui montre finalement une certaine méfiance envers l'Europe. Alors qu'est-ce que certains citoyens reprochent à l'Europe? Le manque de démocratie, certaines critiques sont formulées aussi, notamment sur la manière dont la crise de l'euro, la crise de la dette grecque a été gérée, et l'idée que les institutions européennes, les décisions européennes seraient prises par ce qui est souvent appelé des technocrates. Donc voilà, une forte défiance, une défiance en tout cas croissante des Européens face aux institutions européennes. Alors, pour résumer ce chapitre, sur quoi il fallait surtout appuyer, dans une première partie, expliquer le traité de Maastricht, expliquer la construction, les institutions mises en place par Maastricht. Ensuite, parler des élargissements qui modifient particulièrement la face de l'Europe et voir les nouveaux défis posés à l'Europe, c'est-à-dire le problème de la gouvernance, mais aussi la montée de l'euroscepticisme. Alors, vous aviez donc en mineur la géographie, on va passer à la correction de la carte. Une inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Donc effectivement, ce qu'il fallait montrer sur cette carte, c'était comment les différents États sont plus ou moins intégrés à la mondialisation, c'est-à-dire au flux de la mondialisation, et faire apparaître les pôles de la mondialisation, mais aussi les pays en marge. Alors, notre légende répond justement à cet objectif. Tout d'abord, nous allons étudier les territoires les plus intégrés.
Ensuite, les espaces en voie d'intégration et enfin les espaces en marge de la mondialisation. Alors, pour la carte, il faut être soigneux, il faut faire attention, il y a aussi tout un code couleur à respecter. Pareil, il y avait, alors la carte aussi, c'est comme pour le plan de la dissertation, ne paniquez pas si ce n'est pas la carte que vous avez fait. Il y a plusieurs cartes possibles. Maintenant, c'est vrai qu'il était important de mettre en avant les différents niveaux d'intégration de tous les États à la mondialisation. Alors, commençons par les territoires les plus intégrés. Et tout d'abord, les 3 pôles de la mondialisation. Nous avons l'Asie orientale, l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc ce sont vraiment les 3 pôles qui devaient être mis en évidence. Indiquer les pays développés, ce qui permettait effectivement de mettre en avant, encore une fois, les pôles de la mondialisation, mais aussi d'autres États tels que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, et montrer les flux entre les principaux pôles. En effet, la majorité des flux de la mondialisation concernent ces pôles, et ce sont des flux qui sont à la fois révélateur de la puissance de ces pôles, mais en même temps qui conforte ces pôles, la place de ces pôles dans la mondialisation. C'est un lien d'interaction. Regardons alors les lieux privilégiés de la mondialisation, par quels sont les endroits, les synapses de la mondialisation, et notamment les principales façades maritimes. Donc il fallait mettre l'Asie orientale, qui est devenue la première façade maritime. D'ailleurs, on a indiqué Shanghai, qui est le premier port au monde, mais aussi ne pas oublier la rangée du Nord, qui s'étend de Dunkerque à Hambourg et qui est effectivement la deuxième façade maritime. Alors pas toujours évident à faire apparaître sur la carte, c'est pour ça qu'on a choisi une ligne bleue assez fine. Et enfin, aux États-Unis, bien évidemment, indiquer la façade maritime du Nord-Est, mais aussi celle de la Californie. Alors comme les lieux privilégiés, les lieux moteurs de la mondialisation, il fallait aussi parler des métropoles mondiales. Alors la liste n'est pas fixe, par contre il fallait absolument, si vous indiquiez les métropoles mondiales, parler de New York, Londres, Paris, Tokyo. On pouvait en rajouter quelques-unes, j'ai mis ici Chicago, Los Angeles, Shanghai, on pouvait rajouter Mumbai. Bon, il y avait un choix qui n'était pas arrêté, qui pouvait varier. Alors maintenant, passons à la deuxième partie, les espaces en voie d'intégration et les fameux pays émergents. Alors qu'est-ce qu'un pays émergent ? C'est un pays donc, qui connaît un fort dynamisme économique, mais qui a encore des problèmes de mal développement. Alors les pays émergents, donc les principaux pays émergents, sont la Chine, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud, le Brésil. Nous avons ici l'Argentine, le Chili, le Mexique, la Turquie. On pouvait penser à l'Indonésie. Donc il était important de faire apparaître ces États et de préciser quand même les BRICS, cette association de ces pays émergents que sont le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine et la Russie. Donc ces États sont en voie d'intégration. On pouvait rajouter dans ces États en voie d'intégration à la mondialisation les pays exportateurs de pétrole. Alors là c'était plus compliqué parce qu'ils ne sont pas tous intégrés de la même manière. Alors bien évidemment les pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, l'Oman, l'Iran, l'Irak, on voit l'intégration est différente, la Libye, l'Algérie, le Venezuela, donc des pays qui sont effectivement aussi, on avait ici l'Angola, le Gabon, le Nigeria, qui participent au flux de la mondialisation, mais dont l'intégration peut être très précaire, très problématique. Enfin, il fallait tout simplement faire apparaître les espaces en marge de la mondialisation. Donc les pays peu intégrés. Alors les pays qui apparaissent ici en vert, on pensait notamment à certains pays en Amérique du Sud, certains pays autour du golfe de Guinée, le Maroc, la Tunisie, l'Asie centrale, et faire apparaître bien sûr les PMA, les pays les moins avancés, c'est-à-dire les pays qui rencontrent des difficultés économiques et sociales, des pays qui sont très vulnérables et que l'on faisait apparaître sur la carte en bleu et que l'on retrouve majoritairement en Afrique. Il y a aussi Haïti, en Amérique et quelques pays en Asie. Alors,
En ce qui concerne les couleurs, on voit bien, on a mis plutôt des couleurs chaudes pour les pays les plus intégrés, le rouge, le orange pour les pays émergents en voie d'intégration, et enfin pour les pays les moins intégrés, des couleurs froides pour montrer la différence d'intégration. Voilà, donc j'espère que ce corrigé vous a été utile, j'espère que l'épreuve s'est bien déroulée pour vous. Encore une fois, il y a différents types d'aborder les sujets, ce sont des éléments, des indications. Je vous souhaite un bon courage pour la suite. Sachez que vous pourrez aller sur le site de Studirama pour retrouver la vidéo, mais aussi les corrigés écrits. Et je croise les doigts pour vous pour la suite des épreuves du baccalauréat. Au revoir.